c'est une vidéo sur la pub. La vidéo elle a fait pas mal de vues. C'est pire que vous ne le pensez, elle vous détruit et c'est la publicité. J'ai envie de savoir un peu de quoi ça parle. Au quotidien, je prononçais des noms de marques en boucle sans même que je m'en rende compte. Bon, c'était pas grand chose, pas de quoi me faire flipper. Mais avec cette simple remarque, j'allais réaliser que la publicité avait réellement... Ah putain, c'est vrai ça. T'attends du scotch, mais c'est la marque Scotch et tout. Grand chose, pas de quoi me faire flipper. Mais Post-it, frigidaire. Oh my god, c'est vrai ça. avec cette simple remarque, j'allais réaliser que la publicité avait réellement détruit une partie de notre cerveau. Bon ok, vous vous dites peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment le cas. Alors pour que vous compreniez où je veux en venir, faut que je vous explique 2-3 trucs. Je m'appelle Laël, j'ai 19 ans et jusqu'à maintenant je pensais tout savoir de la pub. Je me disais que j'étais plus malin qu'elle et que je tomberais jamais vraiment dans son piège. Alors pour être sûr de ce que j'ai... Par contre, excuse-moi, mais le montage, mon gars, mais t'es super chaud. C'est du motion design de baiser, allô? J'avançais, je me suis quand même posé une question. Est-ce que ça pourrait être plus grave qu'on ne le pense? Ça peut m'arriver d'apprécier des publicités quand elles sont drôles, mais je pense pas que ça influe sur mes achats, non. Et pourtant, je venais de mettre le pied dans un sombre business qui J'adore sera la vidéo. l'origine de la plus La vidéo est incroyable. grande enquête de ma vie. Chaque année, des milliards d'euros sont dépensés pour exploiter les plus grosses failles de notre cerveau. Et tous les jours, des techniques peu connues du grand public manipulent nos choix et nos idées sans même que l'on s'en rende compte. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on est mal informé, ça peut avoir de graves conséquences sur notre santé. Alors pour comprendre les pièges de la pub, pendant 2 mois, j'ai enquêté sans relâche. J'ai fouillé des tonnes d'articles en ligne, j'ai épluché des dizaines d'études scientifiques sur le sujet, et j'ai même interrogé une poignée d'experts dans différents domaines pour comprendre ce que cachait vraiment la publicité. Et ça tombe bien car maintenant j'ai des réponses et je La peux vidéo, elle a enfin l'air tout vous incroyable. raconter. Alors prenez quelque chose à manger ou à Vas-y, boire fais rien. car aujourd'hui on va découvrir ensemble tout ce que nous cache le mystérieux business de la publicité. On est en plein dans les années folles. Ça fait maintenant 11 ans que la guerre est terminée, l'économie semble battre son plein et tout le monde est heureux. Tout le monde sauf une entreprise et elle s'appelle American Tobacco. À cette époque, c'est la plus grande entreprise de cigarettes au monde. Et là, elle fait face à un gros problème, les femmes ne fument pas. Et ça, c'est 50% de la population qui n'achète pas leurs produits. Alors c'est pas parce que les femmes ne peuvent pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas. Car à cette époque, fumer du tabac, c'est ça. Les femmes ne fumaient pas avant? Et que ce soit la pipe, la cigarette ou le cigare, Intéressant, ça. jusqu'à maintenant, Je savais ça pas. a toujours été une affaire de garçon. Fumer, c'est un symbole de virilité. C'est être un homme, un vrai. Résultat, seulement 5% des consommateurs de cigarettes sont des femmes. Parmi elles, il y en a qui le font en cachette, et celles qui le font ouvertement sont le plus souvent des prostituées. Alors comment faire? Ah. Comment faire pour forcer la moitié de la planète à faire quelque chose qu'elle n'a jamais eu envie de faire? Eh ben nous, on le sait pas encore. Mais dans les équipes d'American Tobacco, il y a un homme qui a sa petite idée. Et il a développé une technique qui, quand elle est bien maîtrisée, permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Bon, je vais pas vous faire attendre. Cet homme, il s'appelle Edward Bernays. Et depuis quelques mois, il utilise secrètement cette méthode pour mettre au point une campagne publicitaire qui sera bientôt un des plus grands succès commerciaux de la boîte. Les gars, le motion design de la vidéo Starfall c'est une dinguerie. Aujourd'hui, on est le 31 mars 1929. Et comme tous les ans, juste avant le mois d'avril, des milliers de personnes défilent dans les rues de New York pour célébrer Pâques. Mais cet après-midi, par rapport aux autres années, quelque chose est différent. Là, au milieu de la foule, des femmes allument tout en même temps une cigarette à la vue du public. Alors forcément, quand on connaît le contexte de l'époque, ça choque. Mais lorsque les photographes s'approchent et leur demandent pourquoi elles fument des cigarettes, elles répondent que ce ne sont pas des cigarettes, mais je cite, les flambeaux de la liberté qui éclairent le jour où les femmes pourront fumer dans la rue aussi librement que les hommes. Cette phrase, remise dans le contexte de l'époque, c'est quelque chose d'hyper provoquant. Alors vous vous en doutez, le lendemain de la parade, ça a l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique. De gros journaux en parlent, ça en discute un peu partout, et c'est comme ça qu'à partir de ce jour, fumer deviendra un symbole de liberté féminine que personne ne peut faire taire. Sauf qu'il y a un truc. Tout ça grâce à du marketing et de la publicité. Oh mon dieu, comment on est des sales merdes à être. Vraiment, mais c'est dingue. Que je vous ai pas dit. Même si tout ça sonne comme le fruit On est des sales merdes malléables. du hasard, ce n'est absolument pas le cas. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, vous le voyez peut-être venir. C'est ce fameux Edward Bernays qui a tout organisé. C'est lui qui avait payé ces femmes pour qu'elles allument leurs cigarettes ensemble et il les avait aussi préparées à répondre devant la presse. Bernays avait compris une chose, si vous n'arrivez pas à vendre un produit, vendez d'abord une idée et le produit suivra. Ici, il avait associé le produit à une idée Putain plus de grande que sa merde. simple consommation. Non, pardon, excusez-moi, je dois m'abonner à sa chaîne, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu. Les gars, je pense qu'il y a au moins 2 mois. 2 mois sur une technique marketing, machin, nanana. J'aimerais savoir, il met combien de temps pour faire une vidéo? Oh mon dieu! Les femmes ne fumaient alors pas car elles aimaient le produit, mais parce qu'elles pensaient se libérer
libérer de la domination Non, mais c'est masculine dingue. en le consommant. Résultat, American Tobacco a triplé son chiffre d'affaires à cette période et le nombre de fumeuses n'a pas cessé d'augmenter les décennies suivantes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les publicitaires utilisent cette technique pour nous vendre leurs produits. Lorsque McDo, Nike ou Red Bull veulent vous vendre quelque chose, ils ne vont pas vous expliquer que leur produit est le meilleur, mais plutôt à quel point vous pourriez passer un bon moment en l'achetant. Ils vous montreront alors le McDo que vous pourrez manger en famille avant de reprendre la route des vacances, la canette de Red Bull remplie d'adrénaline pour réaliser vos projets les plus fous, et tous les habits Nike qui vous serviront à vous dépasser et devenir une meilleure On est des merdes. version de vous-même. C'est ça, le pouvoir de la symbolique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le souci, c'est que ça suffit pas. Ouais, en fait, pour faire exploser les ventes, il faut aller Les gars, je vous jure, pour ceux qui ont déjà fait du motion dans vos vies, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point le mec, il est trop fort. Mon dieu, oh mon dieu, c'est abusé. encore plus loin. Et utiliser des stratégies hyper efficaces que pourtant peu de gens connaissent. Et pour comprendre comment elles marchent, faut retourner quelques années en arrière. À l'époque où une entreprise qui génère des centaines de milliards d'euros aujourd'hui a bien failli disparaître à tout jamais. Accrochez-vous, on y va. Non mais c'est impressionnant. Je vous jure que c'est impressionnant. On est en 1996. Et Apple, une entreprise qui vous dit sûrement quelque chose, traverse une période très difficile. L'entreprise a perdu 816 millions de dollars cette année. L'action Apple coûte presque plus rien et leur part de marché sur les PC reste bloquée sous les 6%. C'est ridicule. Mais alors que ça semble être la fin pour Apple, un homme viré de la boîte 2 ans plus tôt va revenir dans la course, bien décidé à changer l'histoire. Mr. The Apple Jobs. brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. Cet homme, il s'appelle Steve Jobs. Et au cas où vous ne l'aurez pas encore compris, son but est clair, Non, il mais les veut gars, la révolutionner vidéo, le monde, mec. et pour ça, il a une idée bien précise. We believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. On commence à le voir venir. D'abord, il va partir de ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire appliquer à Apple une symbolique qui va au-delà du produit. The theme of the campaign is Think Different. It's the people honoring the people who think different and who move this world forward. Là où pendant des années, Apple avait vendu les avantages technologiques de leurs produits, Steve Jobs arrive et comme Edward Bernays 80 ans plus tôt, il explique à tout le monde qu'Apple ce n'est pas du matériel, mais bien un mode de vie. Un mode de Oh vie là là. qui, comme les plus grands génies de ce monde, nous inviterait à faire et penser les choses différemment. C'est sur cette philosophie de vie qu'il va baser les nouvelles techniques marketing qu'il va utiliser. On peut se demander, mais ça veut dire quoi exactement penser différemment? A priori, et notamment dans l'usage qu'on fait Apple, c'est sous-entendu penser différemment de qui? Des autres. Donc déjà, il joue sur un désir de distinction. Et ce désir de distinction, il va le faire passer par plusieurs décisions commerciales que beaucoup prennent au début pour de la folie. D'abord, il supprime 70% du catalogue Apple. En faisant ça, il concentre la demande sur quelques produits seulement, au lieu de se diluer dans une foule de modèles qui se ressemblent tous. Ici, il écarte ce qu'on appelle la paralysie du choix, un phénomène psychologique bien étudié qui montre que face à trop d'options, on n'arrive sait pas pas de quoi comparer, choisir. on a peur de se tromper, et Ouais. au final, on n'achète rien. Ouais. Supprimer autant de produits, ça permet de booster les ventes, mais aussi d'introduire un certain minimalisme. Autrement dit, faire moins, mais mieux. Steve Jobs en profite alors et fait passer le logo du multicolore à une pomme blanche toute simple, et l'interface qui ressemblait jusque-là à toutes les autres devient plus moderne et épurée que ses concurrents. Grâce à ces premiers changements, Apple se positionne comme une Je remets pause. Désolé, la vidéo est dingue. Je le dis, la vidéo est dingue. marque prestigieuse, presque luxueuse, destinée à ceux qui se pensent plus sophistiqués que la moyenne et que l'on pourrait rejoindre en achetant la marque. C'est exactement le phénomène que décrivait le sociologue Pierre Bourdieu dans son ouvrage La Distinction. Les ventes de certains produits s'appuient effectivement sur ce désir de prestige social. C'est notamment le cas des produits de luxe, montres, bijoux, vêtements, mais aussi par exemple des voitures. Il s'agit ici de montrer son positionnement social, sa distinction, dirait Bourdieu, à travers les objets que l'on va consommer. Et ça a fonctionné. Ouais, j'ai fini le Cette chapitre démarche, 5. elle a permis à Apple de relancer les ventes tout en augmentant les prix. Les Apple Store ressemblent maintenant à des galeries d'art, les collaborations avec les marques de luxe s'enchaînent, et grâce à ça, depuis quasiment 20 ans, chaque iPhone coûtait de plus en plus cher à sa sortie. Oh Bon, là c'est là. bien beau tout ça, mais il nous manque une pièce de puzzle pour que ce qu'on vient de dire puisse fonctionner. Car paraître différent c'est bien, mais être différent, c'est ça qui change la donne. Et ça, Jobs l'a parfaitement compris. Il va exploiter des déclencheurs émotionnels d'une efficacité redoutable et les intégrer directement dans un écosystème
où tous ces produits fonctionnent ensemble. Mais j'avoue que sur toutes les marques, vous savez, genre les grosses entreprises, etc., je pense que Apple, c'est celle qui matrixe le plus ses clients. De toutes les marques. Les Apple Addicts, c'est une dinguerie. C'est un schéma qui est souvent utilisé pour retenir le consommateur, mais on comprend jamais vraiment comment ça marche, ni les conséquences que ça peut avoir. Et pour cause, tout est fait pour qu'on ne le remarque pas. On nous offre un environnement où tout devient simple. On accède à nos photos de n'importe quel appareil, on commence une tâche quelque part puis on la finit ailleurs, on envoie tout ça en 2 secondes à n'importe quel utilisateur Apple, bref, tout est connecté, fluide, cohérent, c'est à l'image de la symbolique qu'Apple veut nous vendre. Sauf que ça nous donne envie de leur donner pas mal d'argent. Ça commence par, ok, les écouteurs. AirPods, c'est un énorme carton. Donc, au lieu de lâcher $1000 à Apple, tu vas leur lâcher $1300. Et maintenant, on va intégrer ça avec le Mac. Ce qui fait que tous les gens qui ont un iPhone, ils vont avoir plus de raisons de passer au Mac. Apple Addict, c'est ça. C'est ça, les Apple Addicts. Ils ont tout chez Apple, ils sont obligés de rester chez Apple, ils veulent pas partir de chez Apple. Et tout d'un coup, ils ont lâché en tout 2500 à Apple. Et tu veux pas aussi t'abonner à Apple Music? Maintenant, tu vas aller faire du service, tu vas aller me lâcher abonnement mensuel. 10 € par mois en plus. Et après, tu veux pas t'abonner à Apple TV? Encore un peu, etc. Et donc, en fait, d'un point de vue stratégie marketing, une fois que t'as un client, la question c'est qu'est-ce que tu lui vends d'un point de vue additionnel. Et cette boucle de consommation, dans laquelle on peut facilement tomber, elle repose sur un mécanisme qu'on appelle le lock-in effect. C'est-à-dire que plus on achète une marque et plus on l'utilise, plus on a de chances de continuer à l'acheter. Et c'est pas forcément parce qu'elle est meilleure, mais plutôt parce que partir dans l'inconnu demanderait plus d'efforts à notre cerveau que de rester dans le confort qu'il s'est fait. Résultat, si une marque nous a assez bien fidélisés, on restera chez elle sans jamais savoir si c'était mieux ailleurs. Et l'avantage final de cette fidélisation, c'est que si l'écosystème est assez bien ficelé, l'utilisateur devient lui-même une publicité. Le fait qu'ils aient accès à des fonctionnalités qui marchent uniquement entre elles, comme les iMessage plus fiables que les SMS classiques, le AirDrop pour échanger des fichiers, FaceTime qui offre de meilleures visios, etc. De l'extérieur, on a envie de les rejoindre, car ils ont des avantages entre eux que nous n'avons pas avec eux. Et la pub, c'est vraiment ça le principe, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extérieur qui va venir essayer de nous faire intérioriser certains désirs, certaines règles de conduite, donc on est vraiment sur le contraire de la liberté. Car ici, Apple ne fait qu'alimenter un désir déjà existant chez l'homme, celui de reconnaissance au sein d'un groupe qui finit par orienter nos choix vers leurs produits. Ce désir de conformité, on le retrouve chez notamment les jeunes, que ce soit à travers l'achat de certains sacs ou encore certaines chaussures de sport, certains cartables pour les plus jeunes. Mais qui vont attendez, être... c'est vrai que, en fait, je me rends compte, mais tous mes potes qui ont des iPhones et qui ont des TAL, ils ont fini par acheter un Mac, pratiquement tous. Et ils ont tous des AirPods, ils ont tous un casque Apple. consommés de façon quasi obligatoire pour s'inscrire dans le groupe. Il y a toute une théorie là-dessus qui vient d'ailleurs d'un Français qui s'appelle René Girard. C'est sur le désir mimétique. C'est en fait les gens ne savent pas quoi vouloir, mais ils veulent juste ce que les gens autour d'eux veulent. Et c'est là qu'on se retrouve face à un paradoxe. Alors qu'on souhaite se distinguer par nos goûts, on les calque pourtant sur ceux des autres. Notre désir de distinction est en fait un désir mimétique par excellence. Donc on se retrouve à vouloir tous penser différemment des autres, et donc finalement à penser tous pareil. C'est pour ça que lorsqu'une entreprise vend une singularité que chacun veut s'approprier pour se distinguer, elle finit souvent par dominer le marché. Quoi de plus commun que de se croire unique? Alors que tu ne l'es Alors pas. c'est tout? C'est juste ça le problème? De trop dépenser ou de faire comme tout le monde? Eh bien non, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a un type de pub qui n'est pas comme les autres et qui peut vraiment être dangereux pour la santé. On est en 2020, au début du Covid, et les États-Unis autorisent la prescription de médicaments à distance pour faciliter l'accès aux soins. À ce moment-là, l'intérêt pour les entreprises de thérapie en ligne explose. Elles vont pouvoir prescrire des médicaments rapidement, en grande quantité, et assurer le suivi mensuel de chaque patient. De l'autre côté, à cause du confinement, TikTok gagne en popularité avec toutes sortes de trends qui font chacune des millions de vues. Et parmi elles, il y en a une qui m'a marqué, celle du TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Son symptôme principal, c'est une difficulté à se concentrer. Mais pour le diagnostiquer, il faut être clinicien diplômé, savoir utiliser un livre de 1000 pages qui s'appelle le DSM-5, bref, c'est hyper délicat. Donc à première vue, je comprends pas pourquoi. Moi je suis TDAH. Cette maladie en particulier devient virale. Mais rapidement, je tombe sur plein de TikTok qui me disent que si j'ai un des symptômes dans la liste, comme perdre le fil d'une discussion ou bien avoir des pensées qui empêchent de dormir, et bah c'est que je suis sûrement TDAH. Même pire, on te fait une liste de ses avantages et on te dit à quel point prendre Ouais, donc ça, au final, ça met en avant le fait de l'être, tu vois. le traitement apparemment approprié te rendra super intelligent. En fait, il y a même une étude canadienne qui a montré que 52% des contenus sur le sujet étaient trompeurs à cette époque. Alors pourquoi
C'est quoi ce bordel? Et bah quand on regarde de plus près, on découvre que derrière ces contenus, ce ne sont pas toujours des influenceurs lambda, mais souvent les plateformes de thérapie en ligne elles-mêmes qui les postent. Elles font exprès de semer la confusion pour te faire croire que peut-être toi aussi t'es TDAH, et qu'en plus, c'est stylé. Plus t'y crois, plus tes comportements s'alignent, et plus tes comportements s'alignent, plus t'y crois. C'est un cercle vicieux. Les vidéos vont activer les neurones miroirs chez les gens qui les regardent, ce qui va inciter les individus à imiter des comportements qu'ils observent. Et en parallèle, le fait qu'il y ait une répétition continue et qu'ils vont voir beaucoup de vidéos là-dessus, ça va stimuler l'amygdale et ça va renforcer l'attention portée à ces symptômes qu'ils vont pouvoir ressentir chez eux. Et quand pour la millième fois on dit qu'un TDAH traité c'est comme avoir un super pouvoir, tu fonces prendre rendez-vous là où on te dit d'aller. Autrement dit, on est en train de te vendre la solution à un problème qu'on vient tout juste de te créer. Et d'un coup, tout va très vite. En parfois 15 à 30 minutes, on te diagnostique un TDAH en visioconférence, on te prescrit de l'Adderall, un puissant médicament à prendre tous les jours, et très rapidement, tu te retrouves addict à une substance dont t'avais pas besoin et à payer tous les mois une entreprise douteuse pour un suivi de traitement inutile. Et même si les entreprises qui pratiquaient ce genre de méthode ont été condamnées à payer plusieurs millions de dollars, on s'est quand même retrouvé avec une pénurie d'Adderall aux États-Unis qui a mis en danger les personnes qui en avaient vraiment besoin. Ça peut être ça, les vraies conséquences de la pub. Parfois les entreprises sont autant nos sauveuses que nos bourreaux. Bon, même si cette vidéo traite seulement du marketing et de ses dérives, faut pas oublier qu'à la base, la pub c'est juste un outil pour promouvoir quelque chose dont on peut réellement avoir besoin. Et comme tout outil, ce n'est ni bien ni mal en tant que tel, l'important c'est comment on l'utilise. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour aider chacun à acheter un produit non pas parce qu'on l'a manipulé, mais parce qu'il le veut vraiment. Et c'est d'autant plus important que souvent, les autorités en question, aujourd'hui ça pourrait être le publicitaire, ont intérêt à nous garder dans cet état de tutelle. Donc c'est encore plus important d'apprendre à penser par soi-même. Que ce soit les publicités, les médias, les réseaux sociaux, aujourd'hui, notre esprit critique, c'est ce qu'il y a de plus précieux face à ces contenus. Alors, utilisons-le. Merci d'être resté jusque là. Si vous voulez voir plus souvent ce genre de vidéos, vous pouvez la liker ou même la... Ah non mais excusez-moi, mais ce mec mérite, juste pour la qualité du travail, minimum 100K. J'ai bien dit minimum 100K. Il est parti 1 an, il revient et il fait full up de vues. Bravo!